L'entrepreneur face à la guerre, tel pourrait être le titre de cet épisode de Décalage pour lequel j'ai le grand plaisir de te recevoir, Ignace. Donc Ignace Hertley, tu es entrepreneur dans le secteur de la construction et de l'ingénierie avec des opérations dans des pays aussi divers et compliqués que la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et également la Pologne et le Kazakhstan. Avant d'aller plus loin sur ce que tu vis depuis le 24 février et déjà auparavant, je vais d'abord te laisser Ignace te présenter plus en détail de la manière qui te conviendra. Bonjour Jean-Marc, écoute, merci de ton invitation. C'est avec plaisir que je m'entretiens avec toi. Donc, comme tu as dit, je suis un entrepreneur, un homme d'affaires et j'ai des entreprises en Europe orientale et en Europe centrale de construction et d'ingénierie. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a une petite quinzaine d'années. J'ai commencé par l'Ukraine. J'ai commencé par l'Ukraine sur un instinct, et puis mes affaires se sont développées et avec le temps, je me suis développé sans stratégie autre qu'une stratégie de développement entrepreneurial dans les pays voisins. Alors, la photographie géopolitique de 2009 jusqu'à 2013 de la région Europe centrale, Europe orientale était complètement différente. Et, euh, et d'habitude, pour les entrepreneurs de ma taille et de mon secteur, donc l'ingénierie et la construction, la géopolitique n'est pas forcément un élément dans lequel on doit nécessairement avoir des compétences. Notre métier, c'est de construire, concevoir, exécuter des ouvrages. Habité Kiev de 2008 à 2020, c'est bien ça. C'est ça, oui, exactement. Donc tu t'étais déjà installé à Kiev, peut-être pour des raisons personnelles. Non, je m'étais installé déjà dans un but entrepreneurial. Et ça avait été d'ailleurs une terrible source de discorde avec mon épouse, qui est russe, qui est toujours mon épouse d'ailleurs, hein, qui est russe parce qu'elle voulait absolument pas y aller. Mais bon, elle a fini par céder. Voilà. Donc effectivement, D'accord. j'ai vécu 12 ans en Ukraine. Voilà. Ça m'a 12 ans en Ukraine et donc de 2008 à 2013, finalement, tu aurais été en Ukraine ou n'importe où ailleurs, ton métier n'aurait pas été très différent. Non, elle n'a pas forcément été très différent, mais surtout, c'est surtout par rapport au développement de l'entreprise, parce que le développement le plus naturel, c'était dans les pays voisins. C'est ce qui s'est passé, hein. C'est ce qui s'est passé. À l'époque, les pays travaillaient bien ensemble, et ça faisait du sens de travailler avec les pays voisins. Par exemple, on pouvait vendre des prestations d'ingénierie en Russie à partir de l'Ukraine. C'était tout à fait commun. C'était un peu moins cher qu'en Russie. La langue était pareille. Il y avait aucun sujet particulier. Les échanges étaient extrêmement intenses. À partir de quel moment est-ce que, je dirais, les choses ont commencé à se compliquer pour ton activité? Est-ce que c'est fin 2013, les manifestations de la place Maïdan, juste après que l'Ukraine ait renoncé à signer donc cet accord de partenariat avec l'Union européenne? Est-ce que c'est plus tard? À quel moment ou comment est-ce que les choses ont évolué à partir de là? Moi, mes affaires ont été extrêmement stables jusqu'à jusqu'à cette année. Jusqu'à cette année. D'accord. Alors, mais enfin, il y a beaucoup de businessmen très savants qui vous diront que quand on aborde une crise, si on est bien positionné, on peut en tirer un profit. Enfin, on peut en profiter. Le truc, c'est que quand on arrive sur une crise, on n'a pas forcément anticipé et le positionnement n'est pas forcément le bon. Alors, on a eu de la chance, effectivement, en 2014, c'était une crise et il se trouvait que notre position était très bonne. Donc, on est vraiment sorti, en fait, renforcé de cette crise. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le génie entrepreneurial. C'est vraiment le contexte et notre conjecture à l'époque qui a fait que on a réussi à bien traverser ces ports. Et alors, ce que tu dis aussi, c'est que, bon, entre 2015 et 2022, il y a eu 2020. Bon, 2020 qui est l'année du Covid, certes, mais qui est aussi l'année de manifestations importantes en Biélorussie. Et toi, ta conviction, je crois, c'est que en fait, la décision russe
de dégeler le conflit ou d'envahir l'Ukraine a été prise cette année-là. Alors, effectivement, avec le recul, c'est une impression, mais c'est une opinion personnelle et j'ai pas de hard fact pour ça. J'ai eu une entreprise en Biélorussie, donc j'ai pas mal d'informations, on va dire, du terrain. Je suis pas très souvent en Biélorussie, mais effectivement, il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent à penser que cette élection a été, enfin, les résultats de cette élection en Biélorussie a été largement truqués. Que le chiffre c'était, je crois, 80% pour Loukachenko dès le premier tour. Ça semble pas être compatible avec les échos que j'avais du terrain, hein. Après, effectivement, il a une classe d'admirateurs. Loukachenko a une classe d'admirateurs en Biélorussie, mais la base d'admirateurs n'est pas aussi large. Je me souviens d'une phrase de mon directeur biélorusse qui m'a dit: je ne connais personne qui a voté pour Loukachenko. Voilà. Alors, c'est pas forcément représentatif au niveau statistique, mais Mais quand même. quand même. Et des manifestations ont commencé à Minsk. Et ils ont pris beaucoup d'ampleur. Et, euh, et, et, et ça a mis assez mal à l'aise les Russes parce que les manifestants, ce n'étaient pas des manifestants qui disaient qu'on ne voulait pas parler russe ou on n'aimait pas les Russes. Ils disaient juste qu'on ne veut pas de Loukachenko. Et on veut passer à un modèle plus démocratique. Euh, et, euh, Et juste après, donc ça s'est réglé d'une manière ou d'une autre avec un peu de brutalité, un peu de répression, un peu d'aide de Moscou. Euh, Moscou a financé encore une fois Loukachenko. Il est allé voir Poutine à Sochi. Et comme c'est des rencontres quand elles sont télévisées, quand elles sont montrées à la télévision, elles sont très ritualisées. Donc, dans la zone, on essaie d'interpréter le body language des dirigeants. Donc, on voyait un body language très obséquieux de Loukachenko vis-à-vis de Poutine. Ça faisait beaucoup rire les gens qui pouvaient prendre ça avec humeur, c'est-à-dire les Ukrainiens en général, plus les Ukrainiens que les Biélorusses. Euh, voilà. Et donc, l'automne d'après, en novembre, on a commencé à avoir le premier build-up russe. Donc, c'était un peu passé dans la presse qu'il y avait 150, 200, 250 000 soldats russes qui étaient tout autour de l'Ukraine. C'était l'automne-hiver 2020, 2021, 2021, 2020, 2021. Et donc, vraiment, ils ont massivement amené des troupes autour de l'Ukraine. On en a parlé un petit peu dans les journaux européens. Et ce qu'on savait du terrain, c'est-à-dire que c'est vraiment très très sérieux. On avait des Russes en Biélorussie aussi, beaucoup de gens du FSB en Biélorussie, parce que c'est les services d'enseignement locaux qui nous disaient à quel point la situation était oppressante. Et Donc puis, plus d'un an avant, le 24 février 2022, ouais. tu savais déjà. Non, 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 moi je savais pas. Je ne savais pas. Mais non, moi je ne savais pas. Non, 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 les services savaient à quel point que la situation avait été oppressante. Mais on ne savait pas. Ils nous ont fait ce build-up et puis quelques Hmm. mois après, ils sont repartis. Ils sont repartis. J'ai juste une question à ce stade-là, Ignace, parce que je sais que tu as vécu à Kiev de 2008 à 2020 Oui. et qu'à 2020, tu as quitté Kiev. Est-ce que Ouais. c'est complètement indépendamment de ces événements-là Alors, comment? c'était un choix c'était soit déjà, je suis parti à l'été 2020. Il y avait juste des événements en Biélorussie, donc ce n'était pas quelque chose qu'on inscrivait dans un grand mouvement civilisationnel ou Ouais, tectonique de la c'était région. local. Ouais. C'était assez cantonné à la Biélorussie à l'époque, et il n'y avait pas encore eu le premier build-up. C'était très personnel. On avait passé longtemps en Ukraine. Nos enfants sont nés en Ukraine. Un de mes enfants allait rentrer au collège. On s'est dit que c'était le bon moment pour partir, pour revenir en Europe. C'est juste un choix personnel. Et donc, on a choisi de s'établir à Rome, en Italie. Voilà. Donc, et on vit là-bas depuis 2020. Je ne sais pas que je suis un génie géopolitique. Parfois, il y a des coups de chance dans la vie.
des coups de Tu es chance. bien content a posteriori Des- de ne pas t'être trouvé à Kiev le 24 février 2022, Ouais, mais ouais, bien c'était sûr. un hasard, c'était une coïncidence en fait. Mais surtout, moi, à la limite, c'est une chose, mais mes enfants et ma femme Hmm. étaient pas là ce jour-là, donc c'est ça la bonne nouvelle. Et en plus, ils étaient à Rome depuis 1 an et demi, donc on est parti dans des conditions organisées et pas en extrême urgence. Dans la conduite de ton business, donc ta famille est à Rome depuis 2020, et dans la conduite de ton business, est-ce que avant le 24 février déjà, tu as pris des décisions ou tu as vu des choses, ou est-ce que vraiment ça t'est tombé comme nous ici en France, comme si le ciel te tombait sur la tête sans beaucoup de préavis en fait? Oui, alors enfin, mais encore une fois, j'ai commencé à sortir de l'argent en Ukraine après le premier build-up. Je veux dire, faut un peu sortir. Mais encore une fois, je veux dire, les affaires, c'est du travail, c'est un peu de chance, c'est une équipe et puis c'est un peu de gut feeling, c'est un peu d'instinct. Donc Hmm. effectivement, mon sentiment était il fallait un peu réduire son exposition à l'Ukraine. Et donc j'ai commencé à le faire. Alors, si j'avais été encore mieux inspiré, je l'aurais réduit bien plus. Mais j'avais un peu commencé à sortir de l'argent en 2021. Alors, euh, vu d'Europe, sortir de l'argent, on a l'impression que c'est appuyé, machin, et l'argent part. Hein. En Ukraine, pour sortir de l'argent du pays, en Ukraine, c'est comme la Corée du Nord. Donc ça nécessite beaucoup d'organisation en fait. Donc il y a beaucoup de travail derrière. Il y a j'ai dû obtenir une licence de la Banque centrale. Enfin bref, Ouais. n'importe quoi, comme en Corée du Donc Nord. Donc c'est pas un virement, quoi. c'est pas un virement CEPA qui arrive le lendemain au Portugal ou le même jour au Portugal ou en Finlande ou je sais pas ou à Chypre. C'est compliqué, c'est absurdement compliqué. Donc, quand on prend ces décisions, il y a un certain nombre d'efforts et d'actions à faire. Après, il faut dire que quand le second build-up a commencé, donc celui qui a commencé fin 2021, le deuxième, euh, les Ukrainiens étaient beaucoup plus nerveux. Là, ils ont été beaucoup, beaucoup plus nerveux. Et plus ça allait, plus ils étaient nerveux. Plus ils étaient nerveux. Alors, les Anglais et les Américains ont commencé à partir de janvier à être extrêmement ils communiquaient énormément sur la situation. Ils disaient ce que les Russes allaient faire. Et c'est très inhabituel d'ailleurs pour des services de sécurité de parler aussi ouvertement. Mais en même temps, à l'époque, on ne savait pas très bien. D'un côté, il y avait le gouvernement ukrainien qui ne voulait pas en parler parce qu'il ne voulait pas que l'économie s'effondre, clairement. Et de l'autre côté au début de cette année, on se disait, on savait pas très bien parce que les Américains étaient sortis d'Afghanistan, donc leur crédibilité, on va dire, était un petit peu abîmée à l'époque. Quoi. Ils l'ont récupéré depuis, mais à l'époque, euh, à l'époque, on savait pas très très bien. Mais ça semblait assez sérieux. Donc, ça semblait assez sérieux. Mais on savait pas à l'époque qu'est-ce que ça allait être. On savait pas si ça allait être quelque chose de très localisé sur le Donbass. On savait Hmm. pas si ça allait être un truc global parce qu'on savait il y en avait une flopée en Biélorussie aussi de Russes. Donc on savait pas l'ampleur de ce qui aurait pu se passer. Et aussi il y avait enfin, en fait, la réalité, c'est que vraiment, ça s'est décidé très vite sur les derniers jours enfin, vers le 20 février, quand Poutine a commencé à déclarer l'indépendance, à évacuer le Donbass, etc. En fait, très très vite, il y a une séquence très très rapide d'événements vraiment groupés autour du 20 février, il y a une accélération très très rapide. Euh, donc il y avait un petit peu, nous, on aurait commencé à prendre des actions, enfin des actions, c'est-à-dire on commençait à essayer de changer tout ce qu'on avait en hard currency, enfin petites actions, mais mais c'est des choses qui prennent du temps. Et c'est vraiment mi-février qu'on a commencé à avoir un soupçon. Mais encore une fois, on ne savait pas si ça allait être localisé. Et je parle aussi à beaucoup de gens en Russie, bon,
Et je pense qu'en Russie aussi, ils ne savaient pas très bien, je parle des gens au gouvernement, ils ne savaient pas très bien quelle a été l'ampleur de l'attaque. Ils pensaient que ça allait peut-être arriver, mais si ça arrivait, c'était localisé. Donc c'était quand même, ça restait une information concentrée très très haut, D'accord. très très haut en Russie, quoi. Donc le 24 février arrive, où là, bon, il apparaît quand même rapidement que c'est pas localisé et que c'est pas mineur, hein, Ouais, puisque c'est... ouais, alors le 24 février arrive, effectivement, moi je suis en Lettonie et je tombe, bon, par accident, mais par hasard, je suis réveillé et puis j'entends le discours de Poutine où il raconte comment il va dénazifier l'Ukraine et démilitariser l'Ukraine. Bon, démilitariser, ça faisait du sens, dénazifier, ça n'avait vraiment aucun sens. Enfin bon, avant de dénazifier l'Ukraine, il aurait fallu qu'il aille la nazifier. Mais bon, bref. Mais c'est inquiétant en fait, parce que quand il n'y a pas de but, clair et compréhensible, on sait pas comment ça finit, quoi. Combien ça se finit. Et puis, dans les minutes qui suivent, ils bombardent toute l'Ukraine et j'ai mes directeurs qui m'appellent, qui me disent, OK, ça commence à péter, ça commence à en péter. Ils descendent dans un abri, c'est la première fois qu'ils descendent dans un abri. Et là, tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Tous les chantiers s'arrêtent, tous les contrats s'arrêtent, tout s'arrête. On passe parce que nous, on est sur la construction et l'ingénierie, on est sur un business d'investissement. Donc les investisseurs, ils veulent avoir 15 ans d'horizon pour investir. Là, on est passé d'un horizon de 15 ans à un horizon de quelques minutes, quoi. D'un coup, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et on savait rien. On savait rien. Les Russes arrivaient de partout. On savait absolument rien de ce qui se passait. C'était un chaos total. Tout le monde a essayé, beaucoup de gens ont essayé de fuir le pays. Les hommes, très rapidement, ils ont pris la décision de fermer la sortie aux hommes. Donc beaucoup de femmes sont parties. Les hommes sont restés, ils ont fui dans l'ouest de l'Ukraine. Et puis, petit à petit, petit à petit, très petit à petit, la situation s'est stabilisée. Autour du 25 mars, les Russes ont déclaré qu'ils évacuaient Kiev. Donc ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis Et toi, de. dans l'intervalle, Ignace, 24 février jusqu'à fin mars, toi, donc tu as géré tout ça à distance, tu étais rentré à Rome, tu as pu Moi, je venir suis en sur Italie. place, comment ça... Non, non, Tu es en alors, Italie. déjà, T'as déjà, même pas essayé. non, mais déjà, ouais, non, mais déjà, tous les avions dès le 24 étaient annulés, donc il n'y a plus aucun vol. Là, tout change, on ne sait pas très bien. Là, il fallait prendre des décisions sur les salaires, etc. C'est des choses où il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mode d'emploi. D'un côté, tu as tes donneurs d'ordre, comme tu dis, qui ont besoin d'un horizon à 15 ans qui du jour au lendemain disent stop. Ouais. Toi, tu as des équipes, je ne sais pas combien de personnes tu avais en Ukraine à ce moment-là, mais j'imagine peut-être de l'ordre Ouais, de la centaine de personnes, ou ouais, c'est non, j'ai ça? un peu moins de 200. Un peu moins de 200 personnes. Et tu dois prendre des décisions lourdes, en fait. Alors, ouais, déjà, il y a sur les chantiers en Ukraine, tous mes ouvriers, enfin, j'ai à peu près 80% des ouvriers qui partent d'eux-mêmes dans l'armée, quoi. D'eux-mêmes, hein. D'accord. Les ouvriers que j'avais en Pologne, parce que c'est surtout des Ukrainiens qu'on emploie dans les filiales polonaises, il y a à peu près 60% des ouvriers en Pologne, nos ouvriers, qui partent d'eux-mêmes et qui rentrent en Ukraine. D'accord. Euh, et donc, on va dire, le sujet ouvrier qui est réglé de lui-même, on va ainsi dire, parce qu'ils partent, ok, dans l'armée. C'est un peu plus emmerdant en Pologne. Là, les donneurs d'ordre n'ont pas arrêté leur chantier. Donc là, on est un peu plus emmerdant. T'as plus d'ouvriers. Ouais, enfin, plus, j'en ai beaucoup moins. Voilà. Et puis, bon, bah, pour les ingénieurs aussi. Par contre, pour les ingénieurs, voilà, c'est terminé, quoi. Enfin, je sais pas, il y a pas de business, donc on doit prendre on sait pas où ça va. Il y a aucun horizon clair, aucun horizon clair. On savait pas si demain c'est le rouble qui allait circuler à Kiev. On ne sait pas s'il n'allait pas bombarder le centre de Kiev. On savait rien. On savait vraiment rien. Puis au bout d'un mois de brouillard total, les Russes évacuent Kiev et les environs. Kiev, Tchernigov, Soumet, c'est le nord de l'Ukraine. Ils décident
en présentant ça comme un geste de bonne volonté, comme ils disent en russe. Bon, peut-être que c'était militairement la bonne décision à prendre, mais bon, ils présentent ça comme un geste de bonne volonté et ils évacuent. Donc on a là un semblant de stabilité et après ça, vers le 15 avril, j'ai pris la décision d'aller vers le 15 avril à Kiev. Alors pourquoi je prends la décision d'y aller? C'est parce que moi, je vis en Italie. Appeler mes directeurs et mes cadres de l'Italie. Alors, pour les Ukrainiens, l'Italie, c'est un lieu de villégiature, quoi. Donc, pour pas être dans un contexte où les mecs dans leur abri se disent, il y a l'actionnaire en pré-retraite qui m'appelle entre deux apéros spritz à côté du Colisée ou entre deux expressos à Amalfi, pour pas être dans ce truc-là, je décide d'y aller moi-même. Euh, parce que c'est ce qu'un leader doit faire un petit peu. Donc, je veux dire, comme dirait l'adjudant, c'est ça que doit faire un leader. Donc j'ai fait la route. J'ai fait la route. Et faire la route, ça veut dire aller à Varsovie, prendre le bus, jusqu'à Kiev. Donc c'était 20 heures de bus. À Kiev, il y avait un couvre-feu. Kiev était complètement barricadé. On est mi-avril, complètement barricadé. Tous les magasins ont les vitres plaquées, les vitres plaquées avec du bois. Il y a un couvre-feu à 21 heures, donc ça fait qu'à 19 heures, tout le monde part du centre-ville. Il n'y a pas d'éclairage urbain ou très peu d'éclairage urbain pour pas guider les éventuels avions de chasse russes sur Kiev. On est vraiment dans un contexte très glauque, quoi. Très glauque. Mais enfin bon, c'est plus ou moins apprécié par le staff, ma venue. Déjà, je continue à leur payer un peu de salaire, c'est assez apprécié par le staff. Et ce qui est intellectuellement intéressant, parce que tout ça, ce serait intellectuellement intéressant si j'avais pas du skin in the game et si c'était pas un drame humain au total. C'est que le brouillard et le flux d'informations étaient tellement bordéliques à l'époque, hein, qu'on se rendait pas compte. Et quand on voyait sur place, j'ai vu plusieurs choses sur place, quoi. C'est que déjà les Russes, dès les premiers jours, ils ont balancé des parachutistes partout, au sud de Kiev, au nord de Kiev, dans Kiev. Ça tirait dans Kiev dans les premiers jours, au début mars. C'est mes collègues qui me racontent. Ils étaient tellement sûrs que les Ukrainiens allaient se rendre qu'ils ont balancé tout leur parachutisme, mais partout. Les parachutistes se sont fait éclater, hein, se sont complètement éclatés. Donc ils ont perdu plus ou moins les meilleurs dans les premiers jours sur, sur un assumption qui était que les Ukrainiens allaient se Ouais. rendre direct, alors que, je sais pas, il fallait pas avoir des services de renseignement ultra performants pour comprendre que personne n'attendait les Russes à Kiev, quoi, hein. Personne n'allait les accueillir. C'était vraiment curieux. Et on a vraiment, et on Tout vise, basé sur une hypothèse fausse, mais que personne n'a eu le courage dans, 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 d'aller réfuter auprès de Poutine ouais, lui-même. ouais, C'est ça. personne n'a eu, n'a voulu, n'a voulu dire au grand chef en fait, enfin, là, bref, ça apparaît effectivement comme une histoire de corporate mismanagement où les lèche-culs les plus performants ont la place la plus près des rayons de soleil, vraiment, et que chaque rapport et les mecs du FSB qui faisaient les rapports sur l'Ukraine, bah, peut-être qu'ils étaient bons, peut-être qu'ils n'étaient pas bons. On ne le saura jamais parce que sans doute, à chaque étage, le rapport était un peu modifié d'une manière à faire en sorte que le chef, pour qu'il reflète ce que le chef aimerait qu'il reflète. Oui, c'est ça. Et quand il arrivait jusqu'à Poutine, Poutine n'y lisait que ce qu'il avait envie d'y lire. C'est tout à fait possible. Ouais. Ça semble Mm. être un scénario qui se tient au vu de ce qui s'est passé sur le terrain. Et il y a autre chose aussi qui se passe, c'est que Bucha et Irpin, tout ça, c'est des banlieues de Kiev. Et moi, j'ai à peu près 30 ou 40% de mon staff qui vit dans ces endroits. Donc, certains ont perdu leur appart, certains se sont fait piller leur appart. Mais bon, tout ça, c'est que ces informations qui sont lues dans la presse, mon staff me les raconte sur place. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a eu effectivement beaucoup de monstruosité dans, dans ces, euh, dans ces secteurs d'Ukraine, et il y en aura sans doute d'autres, et on en découvrira sans doute d'autres.
c'est vraiment, c'est vraiment, il y a des crimes innombrables qui ont été commis et la rupture entre les Ukrainiens et les Russes, elle est extrêmement forte. Ça les a, enfin, blessés, le mot est trop faible, quoi. La rupture est totale, quoi. Après ces crimes, la rupture est totale, quoi. Il y a eu une première rupture où les Ukrainiens, ils faisaient un peu de wishful thinking à l'hiver, disant ok, on n'a rien de bien à attendre du Kremlin, mais le peuple russe quand même, il veut pas nous massacrer. Bon, ils ont découvert un peuple russe qui était à fond derrière Poutine dès les premiers jours de la guerre. Donc ça, premier choc au niveau ukrainien, en train de psychologie de peuple. Deuxième choc, Butcha. Donc vraiment, ils découvrent les massacres de Butcha. Donc ça, c'est vraiment, mais c'est rompu, hein. C'est rompu sur des générations. Et puis le troisième, le troisième élément qui est aussi intéressant, qui est impactant, c'est que il y avait toujours chez les Ukrainiens, alors ils détesteraient entendre ça, ils m'en vouloir, mais peut-être un petit complexe d'infériorité vis-à-vis des Russes. Peut-être quelque part un sentiment non avoué que les Russes étaient un petit peu plus avancés, étaient un petit peu plus cool, avaient mieux compris quelques trucs, étaient plus avancés. Bref, c'était un truc plus développé et tout. Et puis là, ils ont découvert des soldats russes qui volaient des machines à laver, des sous-vêtements féminins, qui étaient étonnés que les maisons soient en briques et qu'il y a de l'asphalte dans dans les, dans les villages où ils arrivaient. Donc, ils découvrent que, bah, en fait, en Ukraine, bah, massivement, même les gens les plus modestes ont des standards de vie qui sont meilleurs qu'en Russie. Et donc, cette espèce de petit sentiment de petit frère, grand frère, un peu inavoué, un petit peu désagréable à articuler pour un Ukrainien, bah, il s'est évaporé aussi, quoi. Ouais. Donc, donc, les relations entre ces deux peuples, bon, c'est pas très savant de dire que c'est fini, Ouais. mais je veux dire, c'est vraiment matérialisable point par point quasiment. C'est vraiment sans compter, on parle beaucoup d'effectivement, c'est pas la campagne des Russes, c'est pas brillante, etc. Ça marche pas suivant le plan. Et c'est vrai que c'est un élément assez fort parce que, bon, les Russes disent, ouais, les Américains ont merdé en Afghanistan. Effectivement, ils ont fini comme ils auraient sans doute pas aimé avoir fini. Et ça n'a pas fini selon le plan. Le problème avec les Russes, c'est que c'est pas que ça n'a pas fini selon le plan, ça n'a pas commencé selon le plan, en fait. Ouais, dès les premiers jours. Donc, Dès les premiers jours. dès les Mm. premiers jours, voilà. Bon, Alors, donc ça, c'était bon, mars, avril, et oui, je conçois bien qu'il faudra des générations pour digérer, je sais pas si c'est le bon mot, mais Butcha et autres atrocités. Là, on est donc au moment où on se parle, on est le 1er novembre, donc il y a eu une contre-attaque 2022, ouais. ukrainienne, ça s'est, semble-t-il, un peu stabilisé ces dernières semaines. On est parti peut-être pour quelque chose de très long ou pas. Euh, du point de vue de ton entreprise, comment ça se passe aujourd'hui? Donc en Ukraine, il y a encore quelque chose ou tu as dû tout arrêter ou ça a repris ou comment ça se passe? Bah, il y a eu un moment d'accalmie qui était assez notable. C'était peut-être juillet, vers l'été. C'était enfin un accalmie vraiment relatif, hein, vraiment relatif parce que donc on est à Kiev, il y a des sirènes, il faut descendre dans les abris. C'est plutôt ignoré, donc bon, c'est un accalmie assez relatif. Mais du point de vue des affaires, le business a un petit peu repris. Quelques projets se sont relancés au début de l'été. Donc, on est arrivé à des turnovers qui sont pas si mauvais. Bon, on a eu un premier et deuxième trimestre qui était horrible, nul. Donc, par contre, oui, effectivement, un troisième qui est pas mauvais du tout, qui ressemble à celui de l'année dernière parce qu'il y a un peu Donc c'est parce que les gens sont revenus, comment ça s'est passé? Non, il y a des projets qui ont gelé, ont repris. On a eu un chantier de reconstruction aussi. Mais on a encore une fois, on n'a pas de visibilité. On n'a vraiment pas de visibilité. Donc là, on essaie de se recréer, on essaie de se réinventer, on essaie de chercher d'autres moyens de faire vivre l'entreprise. Parce que
derrière, on est dans une situation un petit peu particulière dans l'ingénierie et la construction. Donc pour nous, si jamais la paix arrive, nous, on sera courtisé. On sera courtisé demain. Si la paix arrive demain, Oui, il va y avoir du travail. Oui. mais on parle pas du plus 10 ou 20%, on parle de fois 10, quoi, hein. Concrètement, on va vers, Tout à reconstruire. nous, Oui. pour nous, demain, la paix, c'est fois 10, hein, turnover, fois 10, hein, c'est pas, donc là, on va dire, c'est, là, donc, si pendant le début de la guerre, j'étais merde, qu'est-ce que je fais des gens? Euh, Si demain, la paix, c'est merde, où est-ce que je trouve des gens? Évidemment, la paix, tout le monde l'espère. Aujourd'hui, on est encore dans ce scénario qui semble s'installer sur de la durée, où tu as une bonne partie, enfin, voire l'essentiel de tes salariés ukrainiens qui est parti rejoindre l'armée. Ouais. En même temps, tu dis que ça a redémarré, donc j'imagine, soit tu as retrouvé des Ouais, salariés ouais, non, ailleurs, soit... enfin, ces salariés, c'est les ouvriers, hein. Les ingénieurs ont eu moins d'appétit pour l'armée, quoi. Mais on va dire, le staff technique est resté en place. C'est plutôt les ouvriers. C'est plutôt les Et les ouvriers. ouvriers, donc tu as pu en retrouver, vous Ouais, avez bien pu en sûr, bien sûr, retrouver. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est Hein. pas un problème. Ça, c'est pas un problème. En Ukraine même, Bien sûr, des bien Ukrainiens. sûr, bien Ok, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ok, d'accord. Peut-être en faisant appel davantage aux femmes, je sais pas, ou comme Non, si les hommes sont dans l'armée. on reste sur des métiers très masculins. Donc, D'accord. la mobilisation, elle ne concerne pas jusqu'au dernier homme, hein. On est quand même sur une mobilisation qui est quand même encore partielle en Ukraine. Je ne sais pas D'accord. très bien les chiffres, mais je sais pas, il y a peut-être je sais pas, des hommes en âge de combattre, il y a peut-être, sur une population de 40 millions, il y en a peut-être 10. Il y a une armée de 1 million maintenant, donc Hmm. on n'est pas sur un pays sans hommes, hein. Bon. D'accord, c'est pas encore Avec, un en plus, sujet. ils peuvent même pas sortir, donc Oui. ils ont souvent perdu leur job. Dans la construction, ils ont souvent perdu leur job. Donc c'est au contraire, on est dans une situation d'embauche très favorable pour l'employeur. Est-ce qu'il y a eu des incidents sur les autres filiales, Biélorussie, Russie, Pologne? Ouais, alors bien sûr, sur la Pologne, parce que la main-d'œuvre était sourcée en Ukraine, donc on se source exclusivement en Biélorussie. Maintenant, sur la Biélorussie, a peut-être un peu moins d'incidents, ça a toujours été un marché, on va dire, fragile, avec très peu d'internationaux. Donc ça a toujours été un marché assez petit. Pour la Russie, par contre, ouais, on sent très bien que tous les internationaux sont partis. C'est massif, c'est vraiment massif. Et on a l'impression Il qu'on y a plus d'étrangers en Russie. n'a plus d'étrangers en Russie, ouais. Il y a vraiment plus d'étrangers. Enfin, plus de donneurs d'ordre occidentaux. Vraiment, on le sent ils sont tous disparus. Ils ont tous disparu. Et même les donneurs d'ordre russes ont largement diminué la voilure. Ont très largement diminué la voilure. Donc là, l'entreprise russe a diminué, a réduit la voilure aussi, quoi. Peut-être peut-être pour terminer, alors je vais pas te demander un horoscope ou de lire dans le mar de café, mais tu dois préparer 2023 et les années à venir parce que comme tu l'as dit, voilà, tu es sur un business qui s'anticipe, Ouais. qui se prévoit, ce qui est Comme une tous les tâche, business. Comme tous les business. mais plus ou moins. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même sur des cycles de vie d'un projet. J'imagine qu'un projet d'ingénierie de construction, voilà, on est sur un projet d'un certain nombre d'années. Les constantes de temps ne sont pas les mêmes, on va dire, dans la construction que par exemple, dans l'IT où elles sont beaucoup plus courtes, ou Ouais. à l'inverse, dans la défense, elles pourraient être encore plus longues, par exemple. Mais tu dois prévoir dans une situation d'incertitude maximale. Mhm. Donc en fait, tu peux pas prévoir. Exactement. Quelles sont finalement les. Est-ce que tu as quelques règles sur lesquelles tu te bases pour malgré tout construire ou anticiper ce qui peut l'être? Alors, premièrement, ouais, j'essaie de me tenir au courant de l'actualité. Ça, c'est une chose parce que Ouais, c'est il faut vital. essayer
de dessiner des scénarios de développement de la situation qui sont réalistes. Donc dans les informations, il y a malheureusement, et dans les avis, dans les opinions qu'on peut trouver, il y a malheureusement beaucoup de pollution. Ok, et beaucoup d'avis d'experts de canapé qui parlent de tectonique géopolitique ou tectonique civilisationnelle, ou prennent pour argent comptant des storytelling qui ont très très peu de relations avec la réalité Donc, ou trouver des sources fiables. Ouais. donc vraiment aller à l'information, ne pas trop s'intéresser aux grands théoriciens que nous avons, où, où nous avons Chercher partout. les hard Ouais, facts, quoi. ouais, chercher les hard facts. Donc effectivement, il faut dessiner des scénarios qui soient le plus réalistes possible. Essayer de voir quel pourrait être le scénario central de développement, parce que en même temps, on comprend que la paix revenue, euh, on sera dans une situation d'affaires extrêmement favorable. Mais le challenge, c'est le moment, c'est définir le moment quand elle revient et le savoir. Parce que si ça revient demain, c'est génial. Si ça revient dans 5 ans, bah, le challenge devient rester en vie, Ouais. Ouais. économiquement parlant, sur une durée assez longue. Donc le Tu challenge, sais, tu sais pas si tu cours un 1500 mètres ou un ultra trail, en fait. exactement, ouais. Donc tu sais pas, effectivement, c'est un peu l'image est bonne. Tu sais pas si tu cours un marathon ou si tu cours un 100 mètres. Bon, c'est sans doute pas un 100 mètres et c'est sans doute pas un marathon, mais c'est peut-être un 1000 mètres ou un 10 kilomètres. Et il faut gérer l'effort et sa stratégie de course de manière différente. Donc plus tu sais tôt la longueur de la course, mieux tu peux t'y adapter. Parce qu'effectivement, le critique, c'est rester en vie économiquement jusqu'au moment où la paix revient. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les Russes sont en mesure de d'avancer en Ukraine, enfin, d'avancer militairement et prendre plus de terrain en Ukraine. Voilà, ils ont besoin, ils auraient sans doute pour ça besoin d'une pause pour se régénérer. Bon, c'est pour ça ils parlent de négociations, mais le fond, c'est qu'ils Gagner du temps. ils veulent effectivement se régénérer. Donc c'est pour ça que les Ukrainiens se disent, bah non, pas de négociation. Même, alors Hmm. il y a des gens, il y a des grands savants, bien sûr, en Europe qui pensent qu'il faut aller négocier pour la paix, etc. etc. Il y a un débat dans ce sens, mais sur le terrain, les Ukrainiens ont absolument raison dans leur position, parce qu'ils n'ont pas besoin des Russes qui font une pause et deviennent plus forts sur le terrain qu'ils ont conquis. Ils ont besoin, ça, ils n'en ont pas besoin. Clairement, ils n'en ont pas besoin. Donc, on n'a pas l'impression que les Russes vont pouvoir vraiment avancer, mais en même temps, derrière, les Ukrainiens ont face à eux Poutine qui, euh, qui s'intéresse peu à l'économie de la Russie, quoi. C'est ça le challenge. Donc, les sanctions contre l'économie, c'est pas vraiment son, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment son, c'est pas Pas vraiment, son souci c'est premier. pas, ouais, c'est pas son, il s'intéresse à son pouvoir et se maintenir au pouvoir. Donc, si ça veut dire pour lui envoyer 15 ou 20 millions de Russes à la mort, ben, il enverra 15 ou 20 millions de Russes à la mort. Euh, voilà. Donc, on est aujourd'hui dans une espèce de situation de quadrature du cercle où il n'y a aucune base pour parler, quoi. Et la base pour parler côté ukrainien, elle s'ouvrira quand ils auront reconquis le pays, pour parler de réparation et de crimes de guerre. Et les Russes, ils vont parler aux Ukrainiens. Si je sais pas, si les Ukrainiens abandonnent, j'en sais rien, et disent OK, on vous appartient maintenant. Donc ça, c'est la géopolitique. Et puis il y a le terrain, peut-être pour conclure, parce que je crois que tu repars dans quelques jours en Ukraine, Oui, exactement, ouais. si j'ai bien compris. Euh, à quoi ça va ressembler un voyage pour toi en Ukraine en novembre 2022? Qu'est-ce que tu as repris un fonctionnement, j'allais dire, normal de visite de chantier, j'imagine, ou de donneur d'ordre, ou comment ça se passe? Alors, tout ce qui est management de chantier, c'est bien délégué, donc c'est pas le sujet le plus critique, mais
dans cette période d'incertitude, il faut un peu se montrer pour donner un peu de lien aux équipes, pour comprendre qu'on est présent. Et puis, il y a aussi une particularité, on est sur une zone post-soviétique, donc de temps en temps, il faut donner la sensation que le Mordor les regarde. Et le Mordor est prêt à venir. Voilà, donc on est sur un métier, on n'est pas sur de l'IT, on est sur la construction de l'ingénierie. Donc la présence physique et le offline comptent énormément dans le management dans ces métiers. Voilà. Par ailleurs, il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir en Ukraine, pas que la construction demain. Donc, bon, c'est pas l'objet du podcast d'en parler. Donc, il y a aussi un certain travail qui est mené sur ces opportunités-là. D'accord. Donc, tu vas aussi cultiver tes réseaux. Exactement. Et puis, travailler sur des projets d'investissement. Et être à l'écoute pour préparer l'avenir, quel qu'il soit. Exactement. Bon, Ignace, il me reste à te remercier chaleureusement pour ton témoignage. Et que faut-il te souhaiter pour 2023? Alors c'est une question un peu la paix, j'imagine. Ouais, la paix en premier lieu. La paix en premier lieu. Ouais. La paix en premier lieu, c'est dans l'intérêt dans mon intérêt, dans l'intérêt de l'Ukraine, dans l'intérêt de l'Europe, et même dans l'intérêt de la Russie. Dans l'intérêt de la Russie, parce que je pense que c'est les grands perdants. La première perdante aujourd'hui, c'est l'Ukraine, et la deuxième grande perdante, c'est la Russie dans ce conflit. C'est mon avis. Voilà. Peut-être une ultime question à laquelle tu répondras seulement si tu le souhaites, mais donc ton épouse est russe. Ouais. Quel regard porte-t-elle sur ce qui se passe et comment ça se passe vos discussions sur ce qui se passe en Ukraine? Donc j'ai 2 enfants et un fils, dont un fils qui a 10 ans, qui s'appelle Léon, qui n'aime pas le fromage. Et ça énerve beaucoup ma femme, et lui a dit un jour: tu n'es pas un vrai Français parce que tu n'aimes pas le fromage. Et Léon a répondu à sa maman du tac au tac: et toi tu n'es pas une vraie Russe parce que tu n'aimes pas la guerre. Voilà. Merci beaucoup Ignace. Merci Jean-Marc. Merci à toi. Bon voyage en Ukraine, et puis peut-être à un de ces jours pour un épisode 2. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. À très bientôt!